La SNCF et ses concurrents, on parle de train, de libéralisation du marché. On va faire le point avec vous, Béatrice Mathieu. Bonjour Béatrice, vous êtes grand reporter à l'Express, vous êtes avec nous en visio. Point d'étape, pas d'abord, parce que la concurrence n'est pas encore généralisée. Ça prend du temps, beaucoup de temps, depuis déjà le début 2019-2020, 3-4 ans après. D'abord, qu'est-ce que ça donne ? Ça a été un démarrage assez rapide, assez limité et beaucoup moins rapide que ce qu'on en pouvait imaginer, puisqu'aujourd'hui, en fait, il n'y a que deux opérateurs qui sont venus sur le marché français. L'italien Trenitalia depuis la fin 2021 qui opère un Paris-Lyon, et puis depuis cet été, l'espagnol Renfe, depuis juillet exactement, qui opère des liaisons entre Lyon et Barcelone et Marseille, Barcelone et Madrid. Donc finalement, depuis 2020, en fait, cette ouverture à la concurrence et sur les lignes à grande vitesse est assez limitée. Et il faut dire qu'il y a des freins qui sont assez nombreux. Alors il y a des freins réglementaires, il y a ce que les économistes appellent les fameuses barrières à l'entrée, des freins réglementaires qui sont, d'une part, il faut avoir des sillons. Dans le langage du ferroviaire, les sillons, ce sont les créneaux en fait sur les lignes. Et là, ces sillons sont en fait opérés et gérés par SNCF Réseau, qui prend du temps finalement pour délivrer ces fameux sillons. Et puis après, il y a des questions financières aussi pour opérer des nouveaux trains. Il faut payer les péages. Oui, on va le voir. Mais justement, pour le moment, seuls des opérateurs finalement connus européens, donc Renfe et Trenitalia, vous l'avez dit, mais quand même de plus en plus, il y a des projets, il y a des nouvelles entreprises qui se positionnent sur ces lignes. Donc forcément, ça prend du temps, ce ne sont encore que des projets. Mais ces entreprises, quel est leur profil ? On est sur des jeunes entreprises, des startups, ou alors des entreprises qui veulent se diversifier justement dans le train ? Alors, on est plutôt sur des startups. Il y a pas mal de projets qui sont dans les tuyaux. Alors, il y en a une qui est faite par Le Train, une société qui s'appelle Le Train, qui veut faire des lignes à grande vitesse en ne repassant pas par Paris. Ils sont déjà en train de tester en fait ces sillons sur informatique. Alors, il n'y a pas de billets encore qui sont proposés aux clients. Il y en a une autre qui s'appelle Evoline, là, qui voudrait concurrencer Eurostar, en fait, sur le Paris-Londres. Une autre qui s'appelle Proxima, elle, qui serait plutôt centrée sur l'Ouest. Donc, il y a pas mal de projets, en fait, de start-up du train qui sont en train d'émerger. Mais encore une fois, en fait, il y a des barrières à l'entrée réglementaire qui sont importantes et des barrières financières. Et les barrières réglementaires, par exemple, ça prend du temps, c'est de l'administratif. On peut espérer avoir les premières lignes de ces startups dans combien de temps ? Ces startups imaginent d'ici 2027-2028, ça va être compliqué, parce que d'une part, elles doivent lever de l'argent et on sait que la période n'est pas forcément propice à lever beaucoup d'argent parce que c'est quand même une activité très capitalistique. Et puis, il y a un frein très important aussi qui est technique parce que pour faire rouler des trains, il faut avoir des trains. Et là, il y a des engorgements en fait sur le marché du matériel roulant parce que c'est un marché de l'occasion en fait qui n'est pas très développé, donc c'est difficile en fait d'acheter des trains. Et alors il faut se tourner en fait vers le marché du neuf. Et là, les constructeurs, notamment Alstom, a des carnets de commandes qui sont pleins à ras-bord et avec des délais qui s'allongent et des promesses en fait de livraison qui ne sont pas tenues. Oui, certains disent qu'il est d'ailleurs plus simple de lancer une compagnie aérienne qu'une compagnie ferroviaire, justement parce que dans le secteur aérien, la location d'avions est bien généralisée. C'est pas le cas dans le secteur du train. C'est vrai qu'il faut acheter les rames. Comment du coup sont-elles financées ? Les investisseurs, les startups qui montent ces projets, est-ce que les investisseurs sont au rendez-vous ? Il y a des tours de table qui sont encore en train d'être montés. Donc, c'est ça le souci. C'est-à-dire que c'est, comme vous le dites, un secteur qui est quand même très capitalistique, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, en ce moment, les levées de fonds sont plus difficiles à boucler, d'autant qu'on sait que toutes, en fait, les startups qui sont en train de monter des projets ne verront pas le jour ou ne résisteront pas forcément à la concurrence qu'il y aura sur ce marché-là, quoi.
Et il y a le problème aussi d'accès au réseau parce que c'est SNCF Réseau qui gère tout ça. Comment SNCF Réseau se positionne? Est-ce qu'il avantage ces petites startups ou est-ce que justement il y a quand même un conflit d'intérêts aussi avec SNCF Voyageurs? Alors, les startups vont vous dire que SNCF Réseau n'est pas très enclin à jouer le jeu de la concurrence. Alors, théoriquement, ils sont obligés de le faire par la loi. Ils traînent un petit peu des pieds, notamment pour octroyer ces fameux sillons. Donc, ces réservations qu'il faut avoir en fait sur des lignes définies. Là, on sait qu'aujourd'hui, pour obtenir des sillons, c'est long et ça dure entre 2, 3, voire 4 ans. Ce qui fait que si vous n'avez pas les sillons, vous ne pouvez pas tester, et donc vous ne pouvez pas avancer en fait dans le bouclage de votre projet. Oui, effectivement, ça fait partie des prérequis. Alors, il y a les lignes grande vitesse qui se sont ouvertes à la concurrence, mais il y a aussi les TER. Et d'ailleurs, ça va bientôt être une obligation pour les régions. Donc, l'interlocuteur dans le cas des TER, ce sont les régions. Les opérateurs ne seront pour autant pas libres de fixer leur prix. À quel point cela peut fausser la concurrence? Effectivement, c'est les régions qui ont la main sur le transport sur leur territoire. Donc, elles fixent les appels d'offres, elles fixent les prix. Donc, c'est pas tellement que ça fausse la concurrence, c'est que ça peut limiter peut-être certains opérateurs à rentrer sur le marché parce que ça n'est pas forcément très rentable. Oui, et ce qui nous inquiète, nous disait un syndicaliste, c'est qu'en fin de compte, chaque région est aussi en train de faire son petit site internet pour vendre ses billets, chacun dans sa région. Et c'est finalement la relation client qui va en prendre un coup parce que dans les voyages interrégions, ça va être compliqué. Il y a aussi le problème du manque de comparateurs, de plateformes de comparaison pour acheter son billet. Est-ce que justement on sait ce que ça va donner du point de vue client? Moi, je pense que le souci principal de l'ouverture à la concurrence n'est pas sur la question soit de la transparence des prix, etc., parce qu'il y a plein de pays en fait où vous avez plein d'opérateurs et vous avez des agrégateurs. Quand ces opérateurs fonctionneront, en fait, vous aurez des plateformes qui proposeront tous les prix, tous les transferts, donc ça ne posera pas de souci. La question aujourd'hui pour avancer plus vite dans cette libéralisation de la concurrence, c'est vraiment l'accès au matériel roulant. Ça paraît assez incroyable en fait, mais c'est un frein technique en fait qui est aujourd'hui très important. Mais ça veut dire qu'il faut peut-être se fournir ailleurs que chez Alstom, aller voir d'autres constructeurs de trains? En fait, le problème, c'est qu'il est mondial. On est dans une bascule énergétique et climatique qui concerne tous les pays, où partout, en fait, on a des projets de développement ferroviaire qui sont importants. Donc, partout, vous avez une demande très forte de rames, de locomotives, et vous n'avez pas tant que ça de producteurs, à moins de se tourner vers la Chine. Et pour le moment, en fait, les opérateurs européens n'ont pas fait encore ce choix-là. Pour revenir sur l'ouverture à la concurrence et les bienfaits de ce qu'on voit déjà maintenant, est-ce qu'il y a une amélioration des services, notamment sur la ponctualité, sur l'accès à Internet dans les lignes qui sont déjà ouvertes? Alors c'est vrai que, par exemple, Trenitalia en fait propose des services que ne propose pas la SNCF. Donc en cela, quand vous avez des acteurs très installés avec des compagnies comme Trenitalia ou Renfe qui sont des compagnies, c'est pas des startups, c'est des opérateurs, des grosses compagnies européennes, il peut y avoir, et ça c'est les effets bénéfiques en fait de la concurrence avec des services qui sont proposés que ne proposait pas la SNCF et qui va devoir se mettre en fait au niveau de ces nouvelles compagnies, ou en tout cas proposer des facteurs. Mais justement, comment la SNCF peut s'aligner dans la course? Comment la SNCF peut s'aligner? Est-ce qu'elle va innover? Est-ce qu'elle va être plus compétitive, c'est-à-dire baisser ses prix? Baisser ses prix, ça va être compliqué, mais être plus innovante en fait sur les services proposés, ça c'est évident qu'ils vont le faire, bien sûr, sur la qualité de la restauration, sur des espaces dédiés peut-être plus à la famille, sur des espaces dédiés plus aux businessmen, sur des lignes où on sait très bien qu'il y a du voyage d'affaires qui est important. Donc tout ça, il va y avoir une réflexion très importante qui est en cours aujourd'hui à la SNCF.
Et si on regarde l'innovation à moyen, long terme, justement, le train à hydrogène, il sera lancé, du coup, pour vous, par qui? Par la SNCF ou justement un de ces opérateurs privés qui a beaucoup d'ambition? Alors ça, je n'ai pas de boule de cristal, ça, mais je pense que c'est le train à hydrogène, on est là sur plutôt des décennies et qu'à court terme, en fait, il va falloir surtout que le développement de la concurrence et de nouveaux opérateurs se fasse pleinement avant d'arriver sur des ruptures technologiques comme celle-là. Eh bien, merci beaucoup, Béatrice Mathieu, pour ce point sur l'ouverture à la concurrence dans le ferroviaire. Merci.